dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et comme souvent, régulièrement, dans ce dernier quart d'heure, nous plongeons dans l'univers des actifs non cotés, du private equity en l'occurrence, pour évoquer l'enjeu des levées de fonds et l'apparition ou la réapparition de ce qu'on appelle les fonds zombies dans cet univers du capital investissement. Oriane Durvier est à mes côtés pour évoquer ce sujet, managing partner au sein de la banque d'affaires Alantra. Bonsoir Oriane. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va expliquer ce que sont que les fonds zombies, bien sûr, même si le nom parle déjà de lui-même. Mais je voulais qu'on revienne quand même sur ce qui est un des principes fondateurs du private equity, l'idée que le capital doit tourner. Pour lever un nouveau fonds, quand je suis gestionnaire d'actifs privés, il faut d'abord que je réalise de la performance et que je rende une partie de cette performance à mes investisseurs, aux fameux LPs. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui s'est quand même un peu grippé dans le marché depuis 2 ou 3 ans maintenant, Oriane. Quel est le constat qu'on peut dresser de cette mécanique un peu moins fluide, il faut le dire? Tout à fait, vous avez raison. Donc effectivement, pour lever, il faut rendre de la performance aux LPs. Et aujourd'hui, il y a 3 raisons qui font qu'il est difficile pour les gérants de rendre de la performance aux LPs. La première, c'est l'environnement économique, politique et géopolitique ambiant qui fait que les sociétés sont souvent sous leur business plan. Donc le plan d'affaires qui avait été écrit au moment de l'acquisition et qui avait permis au fonds de calculer le multiple qu'ils pouvaient espérer faire. Donc soit en chiffre d'affaires ou en EBITDA, les sociétés sont relativement souvent aujourd'hui en sous-performance pour des raisons plutôt exogènes. La deuxième chose, c'est le multiple de sortie. Puisque le prix de sortie, c'est le multiple fois l'EBITDA, pour faire simple. Parfois, c'est le chiffre d'affaires, mais c'est le multiple fois l'EBITDA. Aujourd'hui, les multiples sont historiquement faibles. Si on suit l'indice Argos, qui est assez parlant pour les PME européennes, aujourd'hui, il est à 8,3. Là où au pic en 2021, il avait été à 11,6. Ouais, c'est ça. Et donc, et j'en viens au troisième problème, c'est que les sociétés qui devraient sortir aujourd'hui des portefeuilles sont les sociétés qui, par construction, ils sont rentrées entre, disons, 2019 et 2020. Et entre 2019 et 2020, ou 2021, les fameux multiples Argos, qui font référence, étaient entre 10 et 11,6 fois. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des EBITDA qui sont à la peine, des multiples qui sont plus faibles que ce qu'ils ont été historiquement. Et donc, par construction, il est difficile pour les fonds d'investissement d'arriver à retourner, à faire 2 fois ou même 1,8 fois la mise et de retourner ce qu'ils espéraient retourner aux investisseurs. Après, une des grandes différences entre le monde de 2019-2020 et le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on avait des taux zéro, voire négatifs, et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a des taux réels bien positifs et des courbes de taux bien plantues. Non, mais je veux dire, dans le business model ou le modèle d'affaires du private equity, c'est quelque chose qui compte et qui explique une partie de cette situation. C'est vrai. Alors la BCE a quand même fait des efforts pour ajouter ses taux directeurs, mais malgré tout, c'est compensé aussi par l'augmentation de la prime de risque, puisqu'on voit que même sur les obligues d'État, les obligues européennes, les taux sont plus élevés qu'ils n'étaient. Et ça, c'est une manière de factoriser en fait l'appréciation, l'inquiétude, la montée de l'inquiétude sur la pérennité du système financier. Ce manque de performance des sociétés en portefeuille, cette difficulté à les sortir du portefeuille, à les vendre correctement, j'entends, Oriane, qu'est-ce que ça génère comme conséquence, notamment dans ce marché des levées de fonds? Alors ça a plusieurs conséquences. La première, c'est l'allongement de la durée moyenne de levée. Donc pour les fonds qui se sont clôturés, qui ont atteint leur hard cap en 2025, la durée moyenne de levée a été de 23 mois. D'accord. Là où en 2021, alors en 2024 c'était encore pire, ça avait été 27 mois, donc pour les fonds qui ont clôturé en 2024, et en 2021 là, c'était 16 mois. Donc ça a singulièrement augmenté. Ouais. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est la polarisation du marché. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas perdant, tout le monde n'est pas à la peine. C'est plus difficile pour tout le monde, mais on voit quand même qu'il y a une vraie polarisation du marché avec des gagnants. Alors les gagnants, qui sont-ils? Ce sont les géants, c'est-à-dire en partie pas tous les géants. Il y a des gens qui souffrent, mais quand même les gros fonds qui sont multi-stratégies, multi-pays tirent très bien leur épingle du jeu. En Europe, aujourd'hui, on a 3 fonds qui ont plus de 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ouais. Donc il y a Equity, qui est un fonds nordique qui était déjà là depuis quelques mois, mais l'ont rejoint Ardian et CVC. D'accord. Donc un français, un anglo-saxon, un nordique. Parce que je veux dire, les géants, généralement, c'est l'apanage des anglo-saxons. Ouais. Vous nous montrez que, en tout cas, sur le plan européen, il y a de la place pour des géants qui ne sont pas que des géants anglo-saxons. Exactement. Ouais. Et ceux-là ont été actifs. Ardian a fait en 7 ans 118 deals.
118 entrées, Equity 81, CVC, je sais pas. Donc il y a un côté 110, big is beautiful. Ça rassure d'avoir ces plateformes multi-stratégies avec des tailles d'encours significatifs. Ouais, elles ont du track record. Elles permettent aux institutionnels de placer dans plusieurs poches et donc d'une certaine manière aussi de mitiger le risque. Et elles sont multi-pays, donc elles offrent un reach. Ce qu'on joue, c'est le risque mondial. Ouais. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres gestionnaires d'actifs privés qui ne seraient pas ces géants, ces plateformes multistratégies, qui seraient peut-être plus des boutiques, comme on dit Oui, alors heureusement, il y a de la place pour d'autres. Et d'ailleurs, on a des Français qui tirent extrêmement bien leur épingle du jeu aussi sur des thématiques spécialisées. Par exemple, je ne sais pas si on prend Jolt Capital, qui est un fonds de grosses spécialisé en tech. Et ils ont eu un parcours remarquable. Leur fonds, le nouveau fonds levé a déjà atteint 660 millions. Il y a pour le premier closing, il y a un hard cap à 1 milliard et ils sont en passe d'y arriver. Et là où le fonds précédent, c'est le même fonds mais génération précédente, faisait 360 millions d'euros. Et ça, c'est quoi la spécialité, l'expertise des équipes sur quelques sujets l'expertise des niches équipes, comme ça voilà, une thèse un peu différenciante, une grande discipline d'investissement. Et des bonnes performances. Donc ça marche. Ça avec marche. ces caractéristiques-là, on arrive à attirer des nouveaux LPs, ou en tout cas des LPs qui sont prêts à en remettre dans les nouveaux millésimes. Oui, il y a une question de positionnement, c'est-à-dire avoir un gros tech fund français. Il y a des institutionnels français, mais pas que ça attire. Bien sûr, et des anglo-saxons, peut-être, pas que français. Bon, ça, c'est les gagnants de cette polarisation du marché. Si on en vient aux perdants, et donc au fond zombie, comment on caractérise justement ces perdants, et plus précisément les fonds zombies dont vous nous parlez alors, les fameux fonds zombies. D'abord, la dénomination est évidemment assez péjorative. Oui. C'est pas très sympa. Donc, les fonds zombies... d'abord, c'est un concept qui est plutôt américain. Au début, c'est les zombie funds aux US, et on désigne par fonds zombies les fonds qui vivent de leur commission de gestion. Parce que il y a 2 modes de rémunération des fonds, les commissions de gestion, donc sur les actifs sous management, et il y a les commissions de performance, le fameux carried interest, qui dit qu'à partir du moment où on a franchi le hurdle, donc un certain seuil, la société de gestion prend une partie importante de la surperformance. Donc souvent, les commissions de gestion, c'est 2% des actifs sous management. La commission de performance, ça va être 20% de ce qui est au-dessus du hurdle de 8%. À partir d'un certain niveau. Donc normalement, la commission de performance est très significative. Mais dans un contexte où on est rentré cher, où les sorties sont pas évidentes, on peut être tenté et sur laquelle en fait on se dit, dans un cas où on se dit que le carried va pas être exceptionnel, de se dire je garde en fait mes commissions de gestion le plus longtemps possible, et donc en fait je ne vends pas. C'est pour ça que la connotation est péjorative, parce que ce serait finalement le fonds qui se désolidariserait en termes d'alignement d'intérêts de ses souscripteurs. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devient une situation. Alors, c'est une situation subie, mais à un moment, c'est une volonté aussi effectivement, de ne pas réaliser de moins-value, parce que j'imagine que la sortie est difficile. Donc, on préfère garder l'actif en portefeuille, quitte, comme vous le dites, à se désaligner en termes d'intérêt par rapport aux porteurs de parts. Il y a 2 choses. Il y a effectivement ne pas extérioriser de moins-value. Parce que là, une fois que c'est extériorisé, c'est cranté, il n'y a plus d'espoir de se refaire. Et puis aussi le fait que si on vend tout le portefeuille, on n'a plus de commission de gestion. Et s'il y a eu des moins-values, on ne pourra pas relever. Donc, ce sont les fonds qui évitent de signer leur propre mort. J'entends. Mais en fait, des vrais fonds zombies, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a une exception plus large. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode, il y a plein d'articles là-dessus. Mais plus largement, en fait, aujourd'hui, ce qu'on désigne par fonds zombies, un peu à tort à mon avis, c'est des fonds simplement qui ont en portefeuille des participations qu'ils ont depuis plus longtemps que la durée normale de détention et qui n'ont pas réussi à relever. Sans qu'il y ait forcément un souhait particulier de se désaligner du LP, même si à la fin, effectivement, c'est la conséquence. Oui. Mais grosso modo, c'est des fonds qui... Alors, qu'est-ce que ça représente est-ce qu'on peut dire que c'est des fonds, effectivement, qui n'ont pas réussi à lever de fonds, au moins depuis le Covid? Est-ce que c'est ça, un fonds zombie aujourd'hui, tel qu'on peut l'admettre? Depuis 2020. On peut dire ça représente quoi, alors, dans le marché aujourd'hui, là? C'est très difficile à dire. En France, en Europe, il n'y a pas de suivi. Aux États-Unis, c'est très suivi, mais c'est pas le cas chez nous. Ce qu'on peut dire, c'est une statistique PitchBook, c'est que si on regarde les 20 plus grosses sociétés de capital investissement dites zombies, c'est-à-dire qui n'ont pas levé, dites zombies ou définies de la manière suivante, qui n'ont pas levé depuis 2020,
de fonds flagship. Il y en a qui ont levé, mais qui en fait se sont réinventés dans une stratégie small cap ou qui ont fait un fonds de continuation. J'entends. Mais celles qui n'ont pas levé de fonds flagship, donc il y a les 20 plus grosses qui ont des fonds de plus d'1 milliard. Là-dedans, il y en a 5 qui sont européennes. D'accord. Donc c'est quand même un phénomène qui est aujourd'hui essentiellement américain, alors qui correspond aussi à la répartition du private equity entre la France et l'Europe. Maintenant, on a tous ce chiffre en tête. Il y a plus de boutiques de private equity que de McDonald's aux États-Unis. Voilà. Non, mais pour montrer que c'est un secteur plus que mature là-bas aux États-Unis. Quelle solution pour se dézombifier, Oriane? Les solutions pour se dézombifier, il y a d'abord le fonds de continuation. Ouais. Alors les gérants font preuve de créativité pour essayer de se sortir de cette situation. Se sortir de cette situation voulant dire à la fois survivre et ne pas trop décevoir les investisseurs. Donc il y a d'abord le fonds de continuation, qui est en fait le fait de structurer donc un nouveau véhicule avec éventuellement des LP différents que le fonds principal, auquel le fonds principal va vendre l'actif. Et souvent, ce sont des bons actifs d'ailleurs qui sont mis dans les fonds de continuation. C'est ce qui est mis en avant. Mais ça permet de continuer à sécuriser des commissions, même si le taux de commission sur les fonds de continuation est plus faible, et en même temps de rendre de la liquidité aux investisseurs les plus pressés du fonds principal. Ouais. Et l'autre solution, qui est moins bonne que le fonds de continuation, parce que le fonds de continuation, on garde quand même le fonds principal, on y ajoute un fonds de continuation, c'est le deal by deal. C'est-à-dire, en fait, c'est de dire aux investisseurs, si vous me faites moins confiance qu'avant, regardez par vous-même et transaction par transaction, venez investir. D'accord. Donc on prend chaque société du fonds, c'est ça? Et est-ce que là il y a de la place pour est-ce que vous avez envie d'en remettre ou pas? C'est ça. Alors c'est pas chaque société du fonds. J'ai plus d'argent à déployer sur le fonds, mais en tant que société de gestion, il me reste un savoir-faire de trouver les bonnes opportunités, de faire les deals. Et donc deal par deal, je vous présente une opportunité et si vous y croyez, venez mettre de l'argent. Merci beaucoup, Oriane. Merci d'être venu nous éclairer sur cet univers du private equity. On en parle régulièrement. Vous l'avez compris, le cercle s'est un peu abîmé. Cette question des levées de fonds devient cruciale pour bon nombre de certains gestionnaires d'actifs. En tout cas, et nous parlions à cette occasion avec vous des fonds zombies. Vous avez pu nous éclairer sur ce sujet. Oriane, vous êtes managing partner chez Alantra. Oriane Durvie, qui était l'invitée de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Merci beaucoup.